Mes parents ont fêté mon anniversaire sans moi, exigeant de l'espace. Ma sœur a soutenu ce rejet. Sans un mot, j'ai cessé de signer leurs documents. 99 appels manqués plus tard, la banque dit non. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Beaumont. J'ai 34 ans. Hier matin, je me suis réveillé avec 99 appels en absence. Tous venaient de ma mère et de ma petite sœur. Les deux mêmes personnes qui m'avaient envoyé un message le jour de mon anniversaire pour me dire qu'elles avaient besoin d'espace et que je ne devais plus les contacter. Ma sœur avait même mis un cœur au message, comme si c'était quelque chose de mignon au lieu d'être définitif. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que je signe tous les chèques de cette famille. Elle ne comprenait pas que le pantouse du Triangle d'Or à Paris dans lequel elles vivent, les voitures garées en bas, les cartes de crédit qu'elles utilisent sans réfléchir, chaque euro passe par mon autorisation. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai décidé d'arrêter de signer. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la façon dont tout a commencé. En grandissant, j'étais la fille invisible. Pas d'une manière dramatique qui ferait la une des journaux. Je n'étais pas maltraité de façon évidente. Je n'étais pas enfermé ou privé de quoi que ce soit d'essentiel. C'était plus silencieux que ça. Ma mère m'ignorait, tout simplement. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ses yeux cherchaient d'abord ma petite sœur, Camille. Les conversations revenaient toujours au projet de Camille, aux sentiments de Camille, à l'avenir de Camille. J'ai appris très tôt que mon rôle n'était pas d'être célébré. C'était de résoudre les problèmes, de maintenir la stabilité, de réparer ce qui devait l'être. Quand mon père, Alexandre Beaumont, est décédé il y a 10 ans, j'avais 24 ans et je venais tout juste de sortir de l'école de commerce de HEC Paris. Le groupe Beaumont, l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien, croulait sous les dettes. Les prêts étaient en retard, les projets étaient au point mort, les investisseurs perdaient patience. Ma mère n'avait aucune idée de la façon de gérer cela. Camille avait 19 ans et s'intéressait beaucoup plus aux boutiques de luxe qu'au bilan financier. Alors, j'ai pris le relais. J'ai renégocié les accords de financement, remanié les contrats, participé à des réunions dont personne d'autre ne voulait. J'ai travaillé 60 heures par semaine, parfois plus, jusqu'à ce que le groupe Beaumont ne se contente plus de survivre à peine. Il était en pleine expansion. Aujourd'hui, je suis la directrice financière, CFO. Sur le papier, ça a l'air impressionnant. Dans la réalité, cela signifie que je transfère 8 500 € sur le compte de ma mère chaque mois, et 3 800 € de plus à Camille. Je couvre le loyer mensuel de 12 500 € pour le pantouse du Triangle d'Or, les locations de voitures, les vacances, les rendez-vous au spa, les dépenses d'urgence qui apparaissent curieusement chaque trimestre. En 10 ans, cela a représenté plus de 3 millions d'euros. Et pas une seule fois quelqu'un n'a dit merci. La seule fois où ma mère appelle, c'est quand quelque chose est en retard. Le mois dernier, un virement a été retardé de 2 jours parce que je finalisais un accord de développement immobilier sur la Côte d'Azur de 82 millions d'euros. Elle n'a pas demandé comment se passaient les négociations. Elle n'a pas demandé si j'étais épuisé. Elle a demandé pourquoi l'argent n'était pas encore arrivé. Ta sœur en a besoin pour son voyage, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. La dernière fois que quelqu'un dans ma famille a vraiment reconnu mon anniversaire, j'avais 12 ans. Papa m'avait préparé un gâteau au chocolat avec trop de glaçage et avait écrit en lettres tordues « Joyeux anniversaire, ma petite PDG ». C'était il y a 22 ans. Il nous a quittés il y a 10 ans. Et chaque année depuis, mon anniversaire est passé comme n'importe quel autre mardi. Du moins, c'est ce que je pensais qu'il arriverait cette année. 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai découvert quelque chose qui aurait dû être impossible. C'est arrivé par accident. Camille a transféré un message dans notre discussion de groupe familial. Sauf que nous n'avons pas de discussion de groupe familial. Du moins, je ne le pensais pas. Il s'est avéré qu'il y en avait une autre. Un fil de discussion privée entre ma mère et Camille. Un espace où je n'existais pas. Le message transféré était court, discutons des actions lors de la réunion de samedi. Mais quelque chose de joli. J'ai fixé mon téléphone. Des actions? Quelle réunion? Mon pouce a glissé lentement sur l'écran pendant que j'ouvrais les captures d'écran que Camille avait incluses par accident. Il n'y avait pas qu'un ou deux messages. Il y avait des dizaines de conversations que je n'aurais jamais dû voir.
Béatrice, nous devrions envisager de vendre certaines actions de l'entreprise. Camille, Élise ne va pas aimer ça. Béatrice, Élise n'a pas besoin de le savoir pour le moment. Elle s'occupe juste de la paperasse. Ma poitrine s'est serrée. Camille, elle agit comme si elle dirigeait tout. C'est agaçant. Béatrice, ne t'inquiète pas pour elle. Elle a toujours été difficile. Aucune compétence relationnelle. C'est pour ça qu'elle se cache derrière des tableurs. Camille, c'est vrai. MDR. De toute façon, elle ne comprendrait rien à une vraie stratégie commerciale. Béatrice, c'est toi qui as le vrai instinct, ma chérie, tout comme ta grand-mère. J'ai posé mon téléphone. Mes mains tremblaient. Pendant 10 ans, j'avais reconstruit le groupe Beaumont de A à Z. J'avais sacrifié mes week-ends, mes relations, toute version d'une vie normale. J'avais porté les négociations de dette sur mes épaules pendant que tout le monde dormait. Et pour elle, j'étais la fille difficile qui s'occupait de la paperasse. Mais ce qui a vraiment brisé quelque chose en moi, ce ne sont pas les insultes. C'était la date. La réunion pour discuter de la vente des actions de l'entreprise de mon père, l'entreprise qu'il m'avait confiée pour la protéger, était prévue pour le 15 mars, le jour de mon anniversaire. Elle prévoyait de prendre des décisions sur l'héritage de mon père le seul jour qui aurait dû compter pour moi sans m'inviter, sans même se rappeler pourquoi cette date signifiait quelque chose. C'est là que j'ai commencé à y prêter attention. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec une calculatrice et 10 ans de relevés bancaires étalés devant moi. Les chiffres ne mentent pas. Ils n'adoucissent pas la vérité. Ils ne cherchent pas d'excuses. Ils s'additionnent, tout simplement. Virement mensuel à ma mère, 8 500 € 120 mois égale 1 020 000 €. Virement mensuel à Camille, 3 800 € 120 mois égale 456 000 €. Loyer du Pantouse dans le Triangle d'Or, 12 500 € 120 égale 1 500 000 €. Location de voiture, solde de carte de crédit, vacances, prêts d'urgence qui n'ont jamais été remboursés, au moins 300 000 € de plus. En 10 ans, j'avais injecté plus de 3 millions d'euros dans cette famille. Et en retour, je ne me souvenais pas de la dernière fois où ma mère m'avait demandé comment j'allais ou de la dernière fois où Camille m'avait appelé juste pour entendre ma voix. Chaque interaction était transactionnelle. L'argent rentrait, le silence sortait. J'ai pensé à mon père. La façon dont il me regardait de l'autre côté de la table à manger, comme si j'étais la seule personne qui comprenait vraiment ce qu'il construisait. Les soirées tardives au lycée où il me laissait m'asseoir à côté de lui pour passer en revue les plans de développement. La fierté silencieuse dans ses yeux quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion. Tu es la seule à qui je confie ça, Élise, m'avait-il dit quelques semaines avant que le cancer ne l'emporte. L'entreprise, la famille, tu t'occuperas de tout. Je sais que tu le feras. Et je l'ai fait. J'ai tenu cette promesse. Mais en cours de route, prendre soin de la famille a cessé de signifier les protéger. Cela a commencé à signifier financer un style de vie pendant qu'elles m'effaçaient de leur vie. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts. Il y avait un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Gérard Lefebvre, l'avocat de mon père, son ami le plus proche, l'homme qui envoyait un bref message chaque année à la date anniversaire de la mort de mon père, juste pour prendre des nouvelles. Je répondais toujours poliment, brièvement. Je n'avais jamais compris pourquoi il continuait à me contacter. Maintenant, je commençais à comprendre. J'ai pris une décision. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. Une partie de moi voulait appeler ma mère immédiatement, exiger des réponses, exiger une explication. Pourquoi se réunissait-elle sans moi? Pourquoi pensait-elle que je ne gérais que la paperasse? Pourquoi ne se souvenait-elle jamais de mon anniversaire? Mais je savais déjà comment cette conversation se déroulerait. Déni, minimisation. Tu es trop sensible, Élise. Non, je voulais que les choses soient claires. Et le moment de clarté absolue arriverait le 15 mars, le jour où elle prévoyait de discuter affaires. Le jour qu'elles avaient apparemment oublié être mon anniversaire. J'allais attendre. J'allais observer. J'allais voir exactement comment elle se comportait quand elle n'avait aucune raison de faire semblant. En attendant, j'ai appelé Gérard. Il a décroché à la deuxième sonnerie, presque comme s'il s'y attendait. Élise. Sa voix était posée, chaleureuse.
Ça fait un moment. Je sais, ai-je dit doucement. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. J'ai toujours compris. Il y a eu une pause. Appelles-tu au sujet de la lettre? Je me suis figé. Quelle lettre? Le silence s'est étiré entre nous. Ton père a laissé quelque chose pour toi, a dit Gérard prudemment. Ses instructions étaient de te la donner quand tu serais prête. J'attends cet appel depuis 10 ans. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Prête pourquoi? Il n'a jamais expliqué en détail, il a seulement dit que tu le saurais. Et que je le saurais. Une autre pause. Je pense que tu pourrais être prête maintenant, a-t-il dit doucement. Est-ce que je me trompe? J'ai repensé aux captures d'écran, à la conversation de groupe privé, à la réunion programmée le jour de mon anniversaire. Non, ai-je murmuré. Vous ne vous trompez pas. Je vais te l'apporter, a-t-il dit, mais seulement si tu le demandes. Cela doit être ton choix. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient de nouveau, mais pas de colère cette fois. De quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Le 15 mars est arrivé comme n'importe quel autre mardi. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, j'ai répondu aux emails depuis mon appartement. La lumière du soleil entrait exactement comme elle le faisait toujours. 34 ans. À midi, j'ai pris mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus de la discussion de groupe familial, celle dans laquelle j'étais réellement incluse, celle qui n'avait pas eu de vraie conversation depuis des semaines. J'ai tapé une seule phrase. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un s'en est souvenu? J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur mon bureau. Je me suis forcé à me replonger dans le travail. Un contrat avait besoin de révision. Les prévisions trimestrielles étaient dues. Les chiffres exigeaient de l'attention. Les minutes ont défilé. 1 heure. 2. 3. À 15h47, mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère a illuminé l'écran. Et pendant une fraction de seconde, mon cœur a bondi. Ricanement pendant une seconde, je me suis permis de croire que j'avais eu tort. Peut-être qu'elle s'en était souvenue après tout. Peut-être qu'il y aurait de simples excuses, un précipité, joyeux anniversaire, ma chérie. J'ai ouvert le message. Nous avons besoin d'espace loin de toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les mots ne se sont pas réorganisés pour devenir plus gentils. Puis une autre notification est apparue. Camille a aimé le message. Ma propre sœur avait mis un cœur au message de notre mère, me disant de disparaître de leur vie le jour de mon anniversaire. Je suis resté très immobile. La lumière de l'après-midi a lentement glissé sur mon bureau. Quelque part dehors, un klaxon a retenti. Des gens riaient sur le trottoir en bas. La vie avançait, totalement indifférente au fait que quelques mots venaient de m'effacer de ma propre famille. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Finalement, l'habitude a pris le dessus. J'ai ouvert Instagram. Le compte de Camille était public. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de m'ajouter. Sa dernière story a rempli mon écran. Des flûtes à champagne qui trinquent, de douces décorations roses et dorées, une bannière en arrière-plan. J'ai zoomé. Joyeux anniversaire. L'horodatage indiquait que cela avait été publié il y a 30 minutes. Mes mains ont cessé de trembler. Elles étaient parfaitement stables maintenant. J'ai fait défiler les stories lentement. La première vidéo montrait l'entrée du penthouse du Triangle d'Or, celui pour lequel je payais 12 500 € par mois. Des ballons roses encadraient la porte. Un voiturier garait une Mercedes sur le trottoir. La deuxième vidéo montrait ma mère ajustant un centre de table florale, souriant comme une hôtesse lors d'un gala d'entreprise. Elle portait sa parure de perles, celle qu'elle ne sort que lorsqu'elle veut impressionner des partenaires commerciaux. La troisième story m'a noué l'estomac. Une liste d'invités manuscrite dans l'écriture élégante de ma mère. J'ai reconnu chaque nom. Étienne Delcourt de Delcourt Systèmes Numériques, notre plus grand partenaire technologique. Olivia Rossi de Rossi Capital, qui contrôlait les principaux investissements commerciaux à Paris. Nicolas Bernard, le directeur des investissements que nous courtisions depuis des mois. Ce n'étaient pas des amis de la famille.
C'étaient mes relations professionnelles, des personnes avec qui j'avais passé des années à instaurer la confiance, et ils se trouvaient à l'intérieur d'un pantouse financé entièrement par moi, à une fête à laquelle je n'étais pas invité. La 4e story montrait le gâteau. 3 étages, de la pâte à sucre blanche, des fleurs comestibles tombant en cascade sur les côtés, le nom écrit en lettres d'or bouclées, Camille. J'ai jeté un coup d'œil à la date sur mon téléphone. Le 15 mars, mon anniversaire. L'anniversaire de Camille n'est qu'en avril. Ma mère organisait une fête d'anniversaire pour la mauvaise fille le jour de l'anniversaire de la bonne fille, en utilisant l'argent de la bonne fille tout en disant à cette même fille de ne plus jamais la contacter. Et elle avait invité tous ceux qui comptaient dans notre monde professionnel. Je pouvais presque entendre les conversations qui se déroulaient dans ce salon. Où est la fille aînée? Oh, Élise. Ma mère agitait la main légèrement. Elle n'est pas vraiment impliquée. Elle est difficile, pas très sociable. Il n'en avait aucune idée. La personne qui payait le champagne, les traiteurs, le service de voiturier, était assise seule dans son appartement, fraîchement renié par sa propre famille. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste silencieusement. De façon définitive. À 17h tapante, j'ai appelé Gérard Lefebvre. Apportez-moi la lettre, ai-je dit. Je serai là dans 1 heure. Il n'a posé aucune question. Pendant que j'attendais, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de faire auparavant. J'ai consulté les documents de propriété de l'entreprise, pas les rapports financiers quotidiens que je gérais, mais les dépôts structurels, l'architecture juridique que mon père avait mise en place. Je connaissais déjà les pourcentages. Raclement de gorge 60% Élise Beaumont, 20% Béatrice Beaumont, 20% Camille Beaumont. Ricanement, mais je n'avais jamais pleinement assimilé ce que cela signifiait. En tant qu'actionnaire majoritaire et directrice financière du groupe Beaumont, j'avais le pouvoir de signature sur tout. Chaque contrat, chaque dépense majeure, chaque distribution des comptes de l'entreprise, y compris le fonds de placement familial, le fonds qui finançait le train de vie de ma mère, le fonds qui payait les cartes de crédit de Camille. Le fonds qui perdait de l'argent depuis une décennie pendant que je signais les virements automatiquement sans réfléchir. J'avais toujours considéré cela comme l'argent de papa, l'argent de la famille, quelque chose que j'étais moralement obligé de gérer pour le bénéfice de tous. Mais légalement, j'étais la seule signataire. Rien ne bougeait sans mon approbation. À 18h, Gérard est arrivé. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient tout aussi vifs. Il m'a tendu une enveloppe scellée. « Avant que tu ne lises ceci, » a-t-il dit doucement, « il y a quelque chose que tu dois savoir. » J'ai attendu. Ton père a tout restructuré 6 mois avant son décès. Il avait anticipé cela. Il a choisi ses mots avec soin. Il savait que Béatrice favoriserait Camille. Il l'a vu bien avant toi. Une pulsation a battu dans ma gorge. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il m'a fait promettre de ne pas le faire, a répondu Gérard doucement. Il a dit que tu devais le voir par toi-même. Sinon, tu n'y croirais jamais. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe entre mes mains. L'écriture de mon père était toujours incomparable sur le devant. Pour Élise, quand elle sera prête. J'ai brisé le sceau. Le papier à l'intérieur avait légèrement jauni sur les bords. Son écriture remplissait les 2 pages, soignée et délibérée, de la même manière qu'il écrivait tout, des listes de courses aux accords de partenariat. Ma chère Élise, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que ce que je craignais est finalement arrivé. Ta mère et ta sœur t'ont poussé assez loin pour que tu commences à te poser des questions. Ma vision s'est brouillée. Je ne me souviens pas quand j'ai commencé à pleurer. Les larmes sont venues silencieusement, régulièrement, rien de dramatique, juste inévitable. Mon père avait su toutes ces années auparavant. Il avait vu exactement comment cela se déroulerait. Et au lieu de l'affronter de front, il avait fait quelque chose de plus intelligent. Il m'avait construit une porte de sortie brique par brique, structure par structure, en attendant le jour où j'en aurais enfin besoin. Ce jour était aujourd'hui. Et si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, comme si vous n'étiez valorisé que pour ce que vous apportez, je veux que vous sachiez que je vous comprends. Si cette histoire vous semble familière, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un qui était censé vous aimer inconditionnellement?
J'aimerais vraiment savoir que je ne suis pas la seule à avoir dû apprendre cette leçon à la dure. Et si vous trouvez quelque chose de significatif ici, vous abonnez aide vraiment des histoires comme celle-ci à atteindre les personnes qui en ont besoin. Maintenant, ricanement voici ce qui s'est passé ensuite. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ai regardé Gérard. Quelles sont mes options? Il n'a pas hésité. En tant qu'actionnaire majoritaire et seul signataire du fonds familial Beaumont, tu peux geler les distributions immédiatement. Tu peux restructurer l'accès. Tu peux restreindre les dépenses discrétionnaires. Si tu le souhaites, tu peux leur couper les vivres entièrement. Il a fait une pause. Mais ce n'est pas ce que tu prévois de faire. Ce n'était pas une question. Non, ai-je dit doucement. Je me suis levé et j'ai marché vers mon placard. Je vais à la fête. Ses sourcils se sont légèrement levés. Es-tu sûr que ce soit sage? Elles disent à tout le monde que je n'existe pas, ai-je dit d'un ton neutre. Que je suis difficile? Que je ne comprends rien aux affaires? Je veux entendre ce qu'elles disent d'autres. Et je veux voir qui y croit. L'expression de Gérard a changé. Je devrais te dire quelque chose, a-t-il dit prudemment. J'ai été invité. Je me suis tourné vers lui. Invité? Étienne Delcourt m'a demandé de revoir les documents de partenariat ce soir. J'ai tout compris instantanément. Ils ne savent pas que vous relevez de moi. Un petit sourire est apparu sur son visage. Ta mère n'a jamais pris la peine de comprendre la structure juridique. Pour elle, je suis juste l'avocat de l'entreprise et elle ne sait pas que vous répondez à moi. Non. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Vous y serez, ai-je dit. J'y serai. Et Étienne Delcourt y sera. Notre plus grand partenaire, a-t-il confirmé. J'ai imaginé la pièce. Ma mère me dénigrant. Camille souriante, s'imprégnant d'un crédit emprunté. Des chefs d'entreprise hochant poliment la tête. Et dans cette même pièce, deux hommes qui savaient exactement qui j'étais, exactement ce que je faisais. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas accuser. Je n'en avais pas besoin. La vérité ferait le travail pour moi. Je vous y verrai, ai-je dit. Je suis arrivé aux Pentouses du Triangle d'Or à 19h30. Le voiturier a pris ma voiture sans un second regard. J'ai marché sur l'allée pavée, devant les rosiers que ma mère avait plantés au printemps dernier, financés par ce qu'elle avait appelé un mal-prime. La porte d'entrée était ouverte. De la musique et des rires débordaient sur le trottoir. L'odeur des hors-d'œuvre du traiteur flottait dans l'air frais du soir. Je ne suis pas entré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai contourné vers le jardin latéral où des portes-fenêtres s'ouvraient sur le salon. Les rideaux étaient légèrement écartés, juste assez pour voir à l'intérieur. Ma mère se tenait au centre de la pièce, attirant l'attention, les mains en mouvement, la voix animée. Les invités se penchaient autour d'elle, y compris Étienne Delcourt, que j'ai reconnu instantanément lors de nos réunions de bilan trimestriel. Je me suis approché, restant juste hors de vue. Ma fille aînée, disait ma mère avec légèreté, agitant la main comme pour rejeter un petit inconvénient. Élise a des problèmes émotionnels. Elle est très difficile à vivre. Ma mâchoire s'est crispée. Nous avons dû créer une certaine distance pour notre propre bien-être, a-t-elle poursuivi. C'était déchirant, mais certaines personnes ne peuvent tout simplement pas maintenir des relations saines. Une femme près d'elle a émis un son compatissant. Ça doit être dur. Ça l'est, a répondu ma mère en s'épongeant théâtralement les yeux. Mais il faut se protéger. Étienne est intervenu. Ne travaille-t-elle pas pour le groupe Beaumont? Une pause. Ma mère a ri. Elle a vraiment ri. Oh, Élise. Elle s'occupe d'un peu de paperasse, de classement, de tâches administratives. Elle a fait un geste vers Camille. Celle-ci, a-t-elle dit chaleureusement, est le véritable esprit stratégique, tout comme sa grand-mère. Camille rayonnait. Je me tenais dans le jardin sombre en écoutant ma mère dire à mon plus gros client que j'étais essentiellement une employée de bureau dans une entreprise dont je possédais 60%. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose clairement. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Il était temps de le lui rappeler. J'ai franchi la porte d'entrée comme si j'étais chez moi parce que c'était le cas. C'était moi qui payais.
Le hall était rempli de personnes que je reconnaissais. Des promoteurs, des investisseurs, des consultants. Certains m'ont jeté un regard poli. La plupart ne connaissaient que ma signature, pas mon visage. Alors que je m'avançais vers le salon, les conversations ont commencé à s'estomper. Je ne portais pas de robe de cocktail. Je portais mon tailleur de réunion du conseil d'administration gris anthracite, impeccablement coupé, tranchant, intentionnel. Ma mère m'a vu en premier. Son visage a blêmi. Sa coupe de champagne a dangereusement penché dans sa main. Pendant 3 longues secondes, elle m'a juste fixé. Élise, a-t-elle réussi à dire, la voix tendue. Que fais-tu ici? J'ai fait un pas au centre de la pièce, toutes les têtes se sont tournées. Je ne te contacte pas, maman, ai-je dit d'une voix égale. Je suis juste là pour la fête d'anniversaire. Camille s'est frayé un chemin à travers la foule, la confusion se lisant sur tout son visage. Ton anniversaire n'est pas avant un mois. J'ai souri. Non, Camille. Mon anniversaire, c'est aujourd'hui, le 15 mars. Le tien, c'est le 20 avril. La pièce est devenue silencieuse. Puis sont venus les murmures. J'ai observé l'expression de ma mère changer. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose dangereusement proche de la peur. Tu ne peux pas débarquer ici comme ça, a-t-elle dit sèchement. Tu m'as dit que vous aviez besoin d'espace et j'ai respecté ça, ai-je répondu calmement. Pas d'appel, pas de message. J'ai balayé la pièce du regard. Mais c'est aussi mon réseau professionnel. J'ai pensé passer dire bonjour. D'autres murmurent. J'ai vu Étienne Delcourt froncer les sourcils, regardant tour à tour ma mère et moi. Attendez, a-t-il dit en coupant court au bruit. Élise Beaumont, comme dans. Il s'est tourné vers ma mère. Votre fille est Élise Beaumont, notre directrice financière. La bouche de ma mère s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La pièce est devenue très, très silencieuse, et ça m'a frappé. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais dit à personne ce que je faisais réellement. Étienne s'est avancé, la voix mesurée mais ferme. Madame Beaumont, vous venez de dire qu'elle s'occupait de petites paperasses. Ma mère a serré fermement sa coupe de champagne. Eh bien, je voulais dire. Élise Beaumont, a poursuivi Étienne, est la directrice financière du groupe Beaumont. Elle a signé chaque contrat entre nos entreprises au cours de la dernière décennie. Il m'a regardé brièvement, puis l'a regardé de nouveau. Elle a personnellement stabilisé le projet de développement immobilier sur la Côte d'Azur l'année dernière quand le financement a failli s'effondrer. Une vague de hoquets de surprise a parcouru la pièce. Je suis désolé, a dit prudemment Olivia Rossi depuis le bar. On nous avait dit que votre fille aînée n'était pas impliquée dans les opérations. Elle gère l'argent, est intervenue rapidement Camille. C'est différent. C'est exactement ce que fait une directrice financière, a rétorqué Étienne d'un ton plat. Du bord de la foule, Gérard Lefebvre s'est avancé. Si je peux me permettre. Son ton était calme, professionnel. Je suis ici ce soir pour finaliser les documents de partenariat avec Delcourt Systèmes Numériques. Cependant, je dois clarifier une chose. Tous les regards se sont tournés vers lui. En tant que conseiller juridique du groupe Beaumont, je peux confirmer qu'Élise Beaumont détient 60% des actions de la société. Une pause. Elle est l'actionnaire majoritaire et la seule signataire sur tous les instruments financiers majeurs. Il a laissé cette information faire son effet. Y compris le fonds de placement familial. Le silence qui a suivi était étouffant. Le visage de ma mère était devenu pâle. Ce n'est pas, c'est un document public, Béatrice, a dit Gérard doucement mais fermement. Tu le saurais si tu avais passé en revue les dossiers de l'entreprise. Camille a attrapé le bras de ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle chuchoté avec urgence. Qu'est-ce que ça veut dire, seul signataire? Je les ai regardées toutes les deux, puis la pièce remplie d'investisseurs, de promoteurs, de cadres, qui me dévisageaient tous maintenant avec une nouvelle compréhension. Ça veut dire, ai-je dit d'une voix égale, que rien ne bouge sans mon approbation. Les murmures ont explosé. J'ai observé l'expression de ma mère se transformer à nouveau. La confusion cédant la place au calcul. Le calcul s'effondrant en panique. Pendant des années, elle s'était forgée une identité en tant que matriarche d'une puissante famille de l'immobilier.
Maintenant, tout le monde connaissait la vérité. Élise, a-t-elle dit soudainement, la voix s'adoucissant. Ma chérie, tout cela est un malentendu. Le message que tu as envoyé était très clair, ai-je répondu calmement. Tu as demandé de l'espace. Tu m'as dit de ne pas te contacter. Je ne le pensais pas comme ça, et Camille a mis un cœur. Ma sœur a tressailli. J'étais juste. Je pensais que tu pensais. Que je pensais quoi, ai-je demandé doucement. Autour de nous, les invités faisaient semblant de ne pas regarder alors qu'ils fixaient très ouvertement la scène. Ma mère a changé de tactique. Des larmes ont embué ses yeux. C'était stressant, a-t-elle dit. Tu sais à quel point nous avons été débordés. Nous ne pensions pas clairement. Eh bien, vous pensiez assez clairement pour organiser une fête d'anniversaire à Camille avec 5 semaines d'avance, ai-je dit en désignant les décorations. Le jour de mon vrai anniversaire. D'autres murmurent. Quelqu'un au fond a eu un hoquet d'indignation audible. Ce n'est pas juste, a commencé ma mère désespérément. Les traiteurs ont fait une erreur de planning. La bannière dit « Joyeux anniversaire, Camille ». Amour, maman. J'ai fait un signe de tête vers le gâteau. Le gâteau porte le nom de Camille. Ce n'était pas une erreur de planning. Étienne s'est raclé la gorge. Je pense que je devrais y aller, a-t-il dit. Il a croisé mon regard. Élise, j'appellerai ton bureau demain. Nous devons discuter des prochaines étapes. Un par un, d'autres ont commencé à trouver des excuses polies et précipitées. En quelques minutes, la pièce qui avait été remplie de rires et de tintements de champagne se vidait. Je suis resté là et j'ai regardé le monde soigneusement construit de ma mère s'effondrer en temps réel. Puis je me suis tourné vers la porte. Élise, attends. Elle m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons parler. J'ai doucement retiré sa main. Tu as demandé de l'espace, ai-je dit doucement. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Et puis je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté, auriez-vous dit plus, auriez-vous essayé de vous expliquer, ou seriez-vous parti comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir comment vous auriez géré la situation. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment car c'est là que tout commence à se dénouer. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je suis rentré chez moi en voiture en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le bourdonnement régulier du moteur et la lueur des lampadaires se reflétant sur le pare-brise. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais fatigué et étrangement calme. Quand je suis rentré à la maison, je me suis servi un verre d'eau et me suis assise à mon bureau. Il y avait du travail à faire. D'abord, j'ai appelé la banque. Le fonds familial Beaumont comprenait une clause de révision standard. Tout signataire autorisé pouvait demander un gel temporaire dans l'attente d'une évaluation. J'ai exercé ce droit. Combien de temps prendra la révision, a demandé prudemment le gestionnaire de compte. Aussi longtemps que nécessaire, ai-je répondu. Veuillez traiter le blocage immédiatement. Ensuite, j'ai envoyé un email à Gérard. Objet, plan d'action. Passer en revue tous les accès financiers pour Béatrice et Camille Beaumont. Auditer les distributions des 12 derniers mois. Préparer la documentation pour une restructuration formelle des décaissements du fonds. Rien d'illégal, rien de vindicatif, juste des limites. Enfin, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Puis celui de Camille, puis la discussion de groupe familial. Elle m'avait demandé de ne pas les contacter. Je m'assurais simplement de ne pas pouvoir le faire. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et je me suis allongé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vérifié mes emails avant de fermer les yeux. Je ne me suis pas demandé qui avait besoin de quelque chose de ma part. Le plafond était sombre. L'appartement était silencieux. J'ai pensé aux mots de mon père. Partir n'est pas une trahison, c'est de la survie. Je ne tournais pas le dos à ma famille. Je tournais le dos à la version de moi-même qui permettait aux gens de me traiter comme un distributeur automatique de billets avec un cœur. Cette nuit-là, pour la première fois en 10 ans, j'ai fait une nuit complète.
Pas de téléphone qui vibre, pas de transfert urgent, pas de crise, juste le silence. C'était le meilleur cadeau d'anniversaire que je m'étais jamais offert. Je me suis réveillé à 7 heures avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores et les oiseaux quelque part à l'extérieur de ma fenêtre. Pendant un long moment, je suis resté allongé là. Pas d'anxiété, pas d'appréhension. Mon corps avait presque oublié ce que c'était que de se réveiller sans tension. Puis je me suis souvenu que mon téléphone était toujours bloqué. Curieuse, j'ai débloqué les numéros. 99 appels en absence. Le compteur avait atteint son maximum. 47 messages vocaux. J'ai fait défiler lentement le journal des appels. Ma mère, Camille, des numéros inconnus, probablement les téléphones d'amis une fois qu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas me joindre. Les messages vocaux ont commencé irrités, puis anxieux, puis désespérés. 20h47. Élise, c'est ridicule. Rappelle-moi immédiatement. La voix de ma mère était sèche et tranchante. 22h15. La carte de crédit ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de Camille était aiguë et frénétique. 23h30. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait. Maintenant, règle ça. Ma mère à nouveau, la confiance en moi. 2h du matin. S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons parler. Camille pleurait. 6h15. Élise, la banque dit que le fonds est gelé. Ils ne veulent pas nous donner de détails. La voix de ma mère s'est brisée. S'il te plaît, ma chérie. J'ai posé le téléphone. Ma boîte de réception email était pire. Tout en majuscule de Camille, tu ne peux pas faire CCDIA. C'est l'argent de la famille. Un message plus long de ma mère, oscillant entre colère et supplication, je ne comprends pas pourquoi tu nous punis. Nous t'aimons. C'est cruel. S'il te plaît, appelle. Tout en bas de la boîte de réception, un nom différent, Étienne Delcourt. Élise, je ne connaissais pas les détails de ta situation familiale, et ce n'est pas à moi de m'en mêler. Mais je veux que tu saches que ma confiance t'est accordée à toi, pas à elle. Rencontrons-nous cette semaine pour discuter de la suite. Tu as tout mon soutien. J'ai lu son email 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, fait du café et regardé la lumière du matin remplir mon appartement. Elles allaient survivre, mais elles allaient devoir le faire sans mon financement silencieux. Au cours des jours suivants, la réalité s'est installée. Gérard m'a appelé pour me tenir au courant. Le gel du fonds avait bloqué tous les paiements automatiques, a-t-il expliqué. Cela incluait le bail du Penthouse. Le propriétaire du Triangle d'Or avait reçu un avis de refus de paiement. Il a appelé Béatrice directement, confus. Elle a essayé de prétendre qu'il s'agissait d'une erreur bancaire. Il n'était pas convaincu. Il lui donne 30 jours, a dit Gérard calmement. La carte de crédit de Camille a été refusée d'abord au spa où elle avait essayé de réserver ce qu'elle appelait une journée de récupération après le désastre de la fête. Puis dans son restaurant préféré, puis dans une station-service, et la traite de sa voiture en location a été rejetée. Le concessionnaire a envoyé une mise en demeure formelle. Elle commence à réaliser, a dit Gérard doucement au téléphone, que tout ce qu'elles ont découle de ta signature. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Pas de triomphe, juste un étrange calme creux. Et les partenaires commerciaux, ai-je demandé. Ceux qui étaient là ce soir-là. Étienne Delcourt a appelé ce matin, a répondu Gérard. Il veut renforcer votre accord de partenariat. Il dit qu'il a davantage confiance dans l'entreprise maintenant qu'il sait qui la dirige réellement. J'ai presque ri. Presque. Et Olivia Rossi a envoyé des fleurs à ton bureau, a-t-il poursuivi, avec un mot s'excusant d'avoir cru la version des faits de Béatrice. Elle demande une réunion pour discuter de l'augmentation de son investissement. J'ai laissé cela faire son chemin. Pendant des années, ma mère avait discrètement dit aux gens que j'étais insignifiante. En une soirée, la vérité avait démantelé toute l'illusion. Gérard, ai-je fini par dire, je ne veux pas les ruiner. Je veux juste qu'on arrête de m'utiliser. Je sais, a-t-il dit doucement. Ton père le savait aussi. C'est pour cela qu'il a structuré les choses comme il l'a fait. Tu as le pouvoir de te protéger sans détruire personne. Alors trouvons quelque chose de durable, ai-je dit.
Quelque chose de juste. Je vais préparer des options. Juste. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. 4 jours après la fête, ma mère a débarqué à mon bureau. La voix de mon assistante a grésillé dans l'interphone, cachant à peine son inquiétude. Madame Beaumont, il y a une femme à la réception. Elle dit être votre mère. Elle est très bouleversée. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je m'en occupe. Je suis sorti moi-même dans le hall. Béatrice se tenait au comptoir de la réception, le maquillage bavé, son chemisier de créateur froissé comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours. Où est ma fille, exigeait-elle de savoir. Je dois voir ma fille tout de suite. Mon assistante a semblé visiblement soulagée en me voyant. Madame Beaumont, c'est. Tout va bien, Rachel, ai-je dit calmement. Je gère. Ma mère s'est retournée. Pendant une brève seconde, quelque chose ressemblant à de l'espoir a vacillé sur son visage. Élise, Dieu merci. Nous devons parler. Tout cela a été un terrible. Pas ici, les jeux interrompus doucement. C'est mon lieu de travail. Alors viens dehors, a-t-elle insisté. Rentre à la maison, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Tu m'as dit de ne pas te contacter. Je ne le pensais pas, sa voix s'est élevée, résonnant dans le hall, les têtes se sont tournées. Tu sais que je ne le pensais pas. Nous étions stressés. Camille me mettait la pression. Camille t'a mis la pression pour oublier mon anniversaire, ai-je demandé doucement. Elle t'a mis la pression pour lui organiser une fête le jour de mon anniversaire? Elle t'a mis la pression pour dire à nos partenaires que je m'occupais de petites paperasses. La bouche de ma mère s'est ouverte puis fermée. Si tu souhaites me parler, ai-je dit d'une voix égale, tu peux prendre rendez-vous avec mon assistante comme tout le monde. Je suis ta mère. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Le désespoir, la peur. Il y a 10 ans, je me serais précipité pour réparer ça. Je me serais excusé juste pour restaurer la paix. J'aurais déplacé de l'argent, signé des documents, fait disparaître le malaise. Plus maintenant. Je sais que tu le hais, ai-je dit doucement. Mais je suis aussi une personne, et les gens méritent un respect élémentaire. Je me suis retourné et j'ai marché vers mon bureau. Elle ne m'a pas suivi. Le monde de Camille s'est effondré plus vite. J'en ai d'abord entendu parler par des connaissances communes, puis par des messages LinkedIn de plus en plus frénétiques, puisque mon numéro personnel restait bloqué. Les vacances en Europe qu'elle avait réservées ont été annulées après que sa carte a été refusée à l'agence de voyage. Ses amis ont commencé à poser des questions. La nouvelle s'était répandue, ta sœur est la directrice financière, mais tu avais dit qu'elle s'occupait juste du classement. Son petit ami Théo, un entraîneur personnel qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, a fait ses valises une fois qu'il a réalisé que le train de vie par carte de crédit s'était évaporé. Je pensais que tu avais de l'argent de famille, aurait-il dit en partant. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Une semaine après la fête, j'ai reçu un message de Camille sur LinkedIn. Élise, je sais que nous n'avons pas toujours été proches, mais je traverse vraiment une période difficile en ce moment. Je ne comprenais pas comment tout fonctionnait. Je ne savais pas que tu étais si importante pour l'entreprise. Pouvons-nous parler? Je suis désolé pour tout. J'ai juste besoin d'aide. Je l'ai lu 3 fois. Je ne savais pas que tu étais si importante. Pat, je suis désolé de t'avoir blessé. Pat, je suis désolé de t'avoir rabaissé. Pat, je suis désolé de t'avoir traité comme si tu ne comptais pas, juste je n'avais pas réalisé que tu étais importante. Elle ne comprenait toujours pas. Elle ne s'excusait pas pour les années de condescendance, les commentaires cruels ou le cœur qu'elle avait mis sur le message me disant de disparaître. Elle s'excusait parce que l'argent s'était arrêté. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que l'argent se soit arrêté. J'ai commencé à taper une réponse, je l'ai supprimée, j'en ai tapé une autre, je l'ai supprimée aussi. Finalement, j'ai écrit, j'apprécie que tu me contactes. Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation sur notre relation, et non sur l'argent, fais-le-moi savoir. Je n'ai jamais eu de réponse. Et cette vérité a fait plus mal que je ne m'y attendais. Je ne manquais pas à ma sœur. C'est mon portefeuille qui lui manquait. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai envoyé une lettre formelle.
j'ai demandé à Gérard de la livrer en personne aux Pantous du Triangle d'Or. Quelque chose d'aussi important n'avait pas sa place dans un email. Elle disait, « Chère maman et Camille, je ne vous coupe pas les vivres, mais je ne participe plus à une relation qui ne fonctionne que lorsque je donne et que vous prenez. Si vous voulez faire partie de ma vie, j'y suis ouverte. Mais cela doit être fondé sur le respect mutuel, pas sur la dépendance financière. » Avec effet immédiat, le fonds familial Beaumont sera restructuré. Vous recevrez chacune une allocation mensuelle fixe. 3 200 € pour maman, 1 700 € pour Camille. Ce montant est suffisant pour un mode de vie modeste et confortable. Il n'est pas conçu pour financer le luxe. L'allocation n'est pas conditionnée à notre relation. Vous la recevrez, que nous nous parlions ou non. Cependant, elle est également non négociable. C'est ce que le fonds peut supporter sans épuiser son capital. Si vous voulez plus, vous devrez le gagner. Camille, tu as 29 ans. Il est temps de construire ta propre carrière. Maman, cette allocation couvrira un appartement plus petit et tes dépenses courantes essentielles. Le bail du Pantouze ne sera pas renouvelé. Je comprends que ce n'est pas ce que vous espériez entendre, mais j'ai passé 10 ans à donner tout ce que j'avais à une famille qui me traitait comme si j'étais invisible. Ça s'arrête maintenant. Je vous aime toutes les deux, mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. Et cela ne signifie pas financer des personnes qui ne me valorisent qu'en montant financier. Si vous voulez parler, parlez vraiment de nous, ma porte est ouverte, mais je ne ferai pas le premier pas. Vous avez demandé de l'espace. Je vous le donne. Le prochain pas vous appartient. Élise. Gérard m'a dit plus tard que ma mère avait pleuré en la lisant. Camille avait jeté la lettre à travers la pièce. Aucune des deux n'a appelé, mais les chèques ont été envoyés le 1er du mois. C'était la bonne chose à faire. Cela fait 3 mois depuis mon 34e anniversaire. Ma mère vit maintenant dans un appartement de 3 pièces dans le centre-ville. Plus petit que ce à quoi elle est habituée, mais propre, gérable. Camille a trouvé un travail, un poste de débutante en marketing dans une entreprise de taille moyenne. On m'a dit qu'elle se plaint constamment, mais elle y va tous les jours. C'est déjà ça. Nous ne nous sommes pas vraiment parlé. Quelques SMS gênants, une carte de vœux de ma mère qui est arrivée à Pâques, mais qui me souhaitait une joyeuse Saint-Valentin. Elle s'est trompée de date, mais au moins elle a essayé. Je ne sais pas si nous aurons un jour le genre de relation où elles appellent juste pour entendre ma voix, où on se souvient de mon anniversaire sans que j'aie à le rappeler. Et je suis en paix avec ça. Pendant 34 ans, j'ai cru que si je donnais plus, travaillais plus dur, prouvais mon utilité, elle finirait par me voir, finirait par m'aimer comme j'avais besoin d'être aimé. Mon père avait compris quelque chose que je n'avais pas saisi. Certaines personnes ne vous verront jamais, peu importe à quel point vous brillez. Et si vous restez dans cette obscurité assez longtemps, elle commence à vous éteindre. Partir n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. C'était une permission. La permission d'arrêter de me minimiser. La permission d'arrêter de m'excuser de prendre de la place. La permission de mettre enfin mon propre masque à oxygène en premier. La semaine dernière, j'ai fêté mon demi-anniversaire. Juste moi. Une part de gâteau, un verre de vin sur mon balcon surplombant les lumières de la ville. Pas d'appel, pas de fleurs. Et je n'étais pas triste car pour la première fois de ma vie, j'ai compris que ma valeur ne se mesure pas à ceux qui se souviennent de moi. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de cette histoire, c'est ceci. Être la personne forte ne signifie pas être la personne silencieuse. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour signifiait l'endurance. Je pensais que la loyauté signifiait le sacrifice. Je croyais que si je continuais simplement à donner, plus de temps, plus d'argent, plus de compréhension, je finirais par être vu. Je finirais par être choisi. Mais l'amour qui ne se manifeste que lorsque vous êtes utile n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Et la leçon la plus difficile que j'ai dû apprendre a été que protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Poser des limites ne vous rend pas cruel. Cela vous rend clair. Et s'éloigner d'une dynamique qui vous rabaisse n'est pas une trahison. C'est du respect de soi. Vous pouvez aimer votre famille et quand même refuser d'être maltraité. Vous pouvez vous soucier profondément d'eux et quand même dire, ça s'arrête là. Et parfois, la chose la plus puissante que vous ferez jamais sera de signer votre propre nom. Pas sur un chèque,
pas sur un contrat, mais sur la décision de vous choisir vous-même, enfin.